Il est l'heure de se réveiller. Allez. Debout. Quelle heure? Il est 7 heures. Quoi? Où en étiez-vous de vos dossiers à rendre? Vous n'allez pas avoir votre semestre. Tu me gonfles, Sandrine. Qu'en est-il de votre devoir vidéo? C'est pour quand? Recherche dans l'agenda. La date de rendu est prévue à aujourd'hui. Oh merde. Qu'est-ce que la littérature? La littérature est une forme de recherche littéraire pour les écrivains désireux de sortir des carcans traditionnels de l'écriture. Cette volonté est aussi à l'origine d'expériences littéraires comme Oulipo, mais plus généralement, elle a motivé tous les changements et toutes les grandes évolutions dans l'appréhension et la compréhension des diverses formes littéraires. L'idée de base, c'est s'approprier les nouveaux médias pour aboutir à une forme littéraire qui soit audiovisuelle. J'étudie moi chez Louis, je dois bien admettre que j'ai quelques réserves sur la réalisation. Parce qu'il faut bien l'avouer, la littérature, ça ressemble quand même vachement à plein d'autres arts. C'est juste ce qui m'a frappé en regardant les différentes propositions des écrivains qui se sont emparés de l'exercice, c'est qu'en fait, ces vidéos reprennent les principes de vidéos antérieures, sauf que ces aïeux n'étaient pas des vidéos littéraires. C'était des films, c'était des documentaires, ça n'avait donc, quelque part, c'était assez éloigné de la littérature. Prenons par exemple les vidéos de l'écrivain Anne Matt et comparons-les au documentaire d'Arnaud Despalières datant de 2001, Disneyland, mon vieux pays natal. Ce dernier est certes une œuvre étrange, mais il n'en reste pas moins un documentaire confié à un réalisateur et financé par Arte, donc une chaîne de télévision. Donc sur le papier, ce sont deux champs audiovisuels complètement différents. Regardons maintenant un extrait des premiers. Au feu rouge, les regards sont si identiques que je reconnais en chacun l'autre croisé en moi-même. Les piétons pressent le pas, lunettes dans les cheveux. Certains sur leur selle sont déjà en armes. Et maintenant, un extrait du second. Ce matin, lundi 12 juin 2000, nous sommes 45 000 personnes à entreprendre le même voyage. 45 000 qui, probablement envoûtés comme je dois l'être moi-même, avons décidé de passer la journée dans un parc de loisirs appelé Disneyland. Et oui, les amis, on retrouve exactement le même principe de mise en scène pour des thématiques très similaires. Oui, ce que j'ai omis de dire, c'est que ce documentaire d'Arnaud Despalières a été tourné, réalisé dans une collection de documentaires ayant pour thème le voyage. Et il se trouve que le voyage est également au cœur des vidéos d'Anne Matt. On a donc l'auteur qui est présent à travers la voix du narrateur, mais un auteur et donc un narrateur qui est dans la diégèse de la vidéo. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui racontent leur cheminement, leur errance, avec ce qui leur passe en fait à l'esprit et en nous montrant ce qu'ils voient. Enfin, en tout cas, en théorie, en nous montrant ce qu'ils voient. On a donc quelque chose qui se rapproche du carnet de voyage en fait. C'est un peu le principe. À Disneyland, j'ai rencontré des êtres surprenants. Des êtres grotesques, inhabituels. Ils marchent 3 fois plus méthodiquement que les gens normaux. Ils posent les pieds comme s'ils avaient des poids de fer à leurs semelles, sans jamais sembler remarquer à quel point ils sont lents et maladroits. Ils appartiennent à toutes les espèces. Ils ont tous les âges, tous les tempéraments, et ils ont presque toutes les occupations imaginables. Ce récital est apposé sur des images du coup, qui ont un lien thématique avec ce qui est raconté, mais qui ne sont pas narratives. Elles sont là pour habiller, pour illustrer, mais elles ne se recoupent pas avec le récit. Ce n'est pas une histoire que les images nous racontent, c'est un complément. Le récit n'est pas une description des dites images. J'imagine l'appartement sans moi,
pure présence des choses, indifférente à toute présence humaine. J'aimerais n'être plus qu'une caméra qui filme, long plan fixe sur la pièce traversée par les lueurs de la ville, puis changement de focale pour s'approcher très près des objets qui habitent l'espace du salon, filmer les ombres, les reflets, examiner les surfaces. Ce principe de mise en scène rappelle effectivement aussi les vidéos d'Olivier Smulders, par exemple Mort à Vignoble. J'aurais voulu prendre quelques images de cette fillette endormie avant qu'on ne nous l'enlève pour l'autopsie. Mais je n'osais pas. Son visage sombra aussitôt dans l'oubli des choses qui paraissent n'avoir jamais existé. Je reste persuadé aujourd'hui qu'une seule image eût suffi à lui rendre un peu de cette vie dont elle avait été privée. Olivier Smulders, c'est un réalisateur qui fait du cinéma expérimental, réalisateur belge, et qui appose donc son cheminement de pensée, ses réflexions, le rapport qu'il entretient avec l'image, sur des images d'archives, en fait, sur des images qui ont été tournées, des images de famille, des images de voyage, qui ne sont pas des images faites pour faire un film. Et d'ailleurs, il y a un lien littéraire assez fort, puisqu'il fait un clin d'œil au livre de Xavier Demesse dans une vidéo, enfin dans un film, appelé Voyage autour de ma chambre. Du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours demandé si au mouvement il ne fallait pas préférer l'immobilité. À la parole, le silence. À l'activité, le sommeil. Non pas que la vie ne m'ait apporté mille occasions de bouger, de prendre la route, d'engager la conversation. Mais le silence et l'immobilité me sont cependant toujours apparus comme des biens souverains. On retrouve donc un vocabulaire vidéo déjà utilisé dans le cinéma expérimental. On pourrait faire d'ailleurs le parallèle avec la vidéo d'Antoine Lelstier. Et parfois il n'avait plus que de courts réveils d'un instant, le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter le sommeil. On retrouve l'utilisation de la voix électronique. Bienvenue humain, 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 bienvenue humain. On retrouve également un vocabulaire qui est présent dans l'art vidéo ou la poésie performance. Par exemple, ça. Me rappelle fortement ça. Pour revenir sur celle d'Elstier, le texte aléatoire était une pratique courante du mouvement Dada. Mouvement artistique qui était d'ailleurs friand de poésie performance ou poésie action. D'ailleurs, la dimension littéraire s'invite déjà dans des pratiques de l'art, des disciplines beaucoup plus actuelles comme l'art numérique par exemple. Alors si on décide de considérer la littérature vidéo comme un art à part entière, un médium à part entière, il faut se poser la question qui s'impose dès qu'on essaie d'esquisser les frontières d'un médium artistique, à savoir comment définir les différents terrains de l'art quand tout se ressemble. Je parlais ce matin de l'Oulipo, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça. Si on prend le journal filmé de Pierre Ménard par exemple. Regarder se passe toujours au présent. Un présent qui s'oppose à l'irréversibilité du temps. Le mélange en écho dans la marche urbaine. Pépiments en bruissements multiples, paysages en pause. Il s'est mis une contrainte particulière, filmer 1 minute chaque jour et faire une vidéo par semaine avec les 7 minutes filmées, et construire le texte à partir des réflexions que lui inspirent ces images. Il me semble que l'on peut voir cette littérature vidéographique comme une sorte de double de l'art vidéo, particulièrement le mouvement de la génération cinéma des années 90. Tout de forme une poétique particulière, traduisant la façon dont l'auteur ou l'artiste ressent le monde qui l'entoure.
Mais là où l'art vidéo laisse l'image s'exprimer, la littérature vidéo reste bien de la littérature. Le texte reste la principale expression de la pensée. On ne peut donc pas se contenter d'analyser cette pratique du seul côté du prisme littéraire, comme démontré plus tôt. Mais si on considère la littérature vidéo comme une nouvelle forme d'art, il ne faut pas oublier que le texte en reste l'essence. C'est l'écrit qui importe. Le reste fait encore figure d'habillage, même s'il est essentiel dans le ressenti développé chez le lecteur-spectateur. Greenberg, éminent critique d'art des années 50-60, qui s'est beaucoup intéressé aux peintres de l'expressionnisme abstrait tel que Pollock, avait une vision de l'art très segmentée. Le modernisme dans l'art, selon lui, était que chaque médium allait chercher ce qu'il a d'unique, et donc ce qui fait sa nature. Cette vision a donc poussé les institutions de ce milieu à découper les sphères artistiques afin d'épouser cette vision critique de l'art qui était en vogue à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est une vision qui a été bien malmenée par l'arrivée d'Internet, entre autres, et la naissance de nouvelles disciplines artistiques. La littérature, si on la considère comme un art à part entière, a toujours été dans cette épuration de moyens qui l'a fait rester très proche de la spécificité de son médium. Notre époque de mélange de disciplines, de multimédia, de transmédia, d'interactivité est un terreau fertile pour le mélange de la vidéo et de la littérature. J'essaie de faire une petite synthèse de ma réflexion. Histoire de produire sobrement cette vidéo. Personnellement, je trouve que l'appropriation de la vidéo par la littérature est quelque chose de vraiment très intéressant, avec bien sûr des œuvres qui m'intéressent plus que moi, c'est normal. Mais pour le moment, on sent que c'est une discipline quand même très jeune, qui n'a pas encore fait ses propres règles, ses propres codes, qui n'a pas encore inventé son propre vocabulaire. On sent que c'est encore assez proche d'un simple croisement de disciplines du style cinéma expérimental, poésie, performance. Bon, le potentiel poétique, c'est plus intéressant parce que le potentiel poétique de la vidéo et du son est quand même très important. C'est un potentiel énorme, mais il y a bien de nouvelles choses à inventer. Un jour, je me suis couchée dans une flamme pour me reposer. Tu t'es senti bien? Bah, je l'ai cassée. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs langues? Il y a des personnes, parfois, à l'adolescence, elles ont des langues qui poussent, mais dans des zones non buccales. Souvent, entre les doigts, il y a une petite langue. Bon bah voilà, mission accomplie. Bien joué. Il n'y avait vraiment pas besoin de s'affoler, hein. En effet. Bonne nuit Sandrine. Bonne nuit. Avez-vous pensé à poster la vidéo avant de vous coucher ?